Mercredi 13 avril 2022, à la une de ce 13h, afin d'instaurer une administration honnête et efficiente, le Premier ministre burkinabé dit s'inscrire dans une nouvelle dynamique de dialogue permanent. À la suite de l'unité d'action syndicale, le chef du gouvernement a rencontré le Conseil national du patronat burkinabé et les syndicats autonomes non affiliés à l'UAS. Le contenu de leurs échanges dans quelques instants. Retour sur le traditionnel dialogue démocratique du CGD à travers une conférence de presse qui a eu lieu ce mardi 12 avril 2022. Des échanges principalement axés sur les perspectives d'une transition capable de conduire à une consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Et puis au Mali, l'Union européenne suspend ses missions de formation aux forces armées maliennes. Une décision survenue après le massacre de Moura. Toutefois, la force européenne restera au Sahel et se déploiera dans les pays voisins, nous explique le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Les détails pour vous en fin d'édition. Voilà pour les titres qui vous seront développés dans ce journal. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons ce journal avec le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a reçu en audience ce mardi 12 avril le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Une rencontre qui avait pour but d'échanger avec le président Damiba sur la crise sécuritaire qui sévit le Burkina Faso. Une occasion également pour le représentant de féliciter le président et réaffirmer l'accompagnement des Nations Unies pour le bon déroulement de la transition. Plus de précision dans cet extrait. Notre mission de façon globale et les échanges que nous avons eus avec le président de la transition partent du principe que depuis qu'il y a eu le changement au Burkina Faso, les Nations Unies, avec les autres partenaires, notamment la CEDEAO, se sont mis dans une logique d'accompagner la transition. Vous savez que dernièrement, il y a une mission de la CEDEAO qui est venue ici, qui a discuter avec les autorités. Notre visite s'inscrit dans le même cadre du prolongement des mêmes échanges. Nous l'avons remercié pour le fait que maintenant, désormais, le président Kaboré est libre, ce qui était une des exigences de la CEDEAO. Nous nous sommes félicités que le procès qui était tant attendu a pu prendre également fin. Et nous avons réaffirmé notre disponibilité toujours d'être à côté des autorités de la transition, à côté des Burkinabés, pour que cette transition puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Toujours dans sa quête de restaurer le dialogue gouvernement-syndicat, le Premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo, à la suite de l'unité d'action syndicale UAS, a également rencontré ce mardi 12 avril le Conseil national du patronat burkinabé et les syndicats autonomes non affiliés à l'UAS. Une série de rencontres qui a permis au chef de l'exécutif de recueillir les différentes préoccupations, mais aussi d'inviter les syndicats et le patronat à accompagner le processus de la transition. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le compte-rendu. À la suite de l'unité d'action syndicale, c'est au tour du Conseil national du patronat burkinabé d'échanger avec le chef du gouvernement, Albert Ouedraogo. Une rencontre de prise de contact qui a servi de cadre à la fêtière des patrons d'entreprise de rappeler au gouvernement ses engagements, notamment œuvrer pour un climat d'affaires favorable aux investissements au Burkina Faso. Et cela passe par le retour de la paix et de la stabilité. On ne peut pas faire des opérations si vos infrastructures ne sont pas sécurisées. Nous sommes tous là, pas impuissants, mais on assiste à cette montée vertigineuse du djihadisme qui impacte le business, qui va impacter forcément les ressources de l'État. Parce que qui dit ressources aujourd'hui parle d'entreprises, c'est les entreprises qui produisent des richesses et qui mettent à la disposition de l'État. Donc on se réjouit aujourd'hui qu'il y ait une bonne perception au niveau du gouvernement de la transition sur ces questions majeures. Et ensemble, on va se donner la main pour avancer et aller booster hors de notre pays ce flux.
Après le patronat, le Premier ministre s'est prêté au même exercice avec les organisations syndicales non affiliées à l'unité d'action syndicale. Ces syndicats autonomes, une cinquantaine, ont salué la tenue de cette rencontre, synonyme de reprise du dialogue entre gouvernement et partenaires sociaux. Nous avons écouté le message de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous a annoncé que les préoccupations essentielles des travailleurs qui n'avaient pas trouvé de solution jusque-là seront remises à jour à travers donc, les dossiers qu'il a qualifiés de pendants. Il y a eu des protocoles d'accord qui ont été signés avec plusieurs syndicats totalement mis en application. Donc, il a rassuré les organisations syndicales que ces dossiers seront ressortis très prochainement dans chaque secteur d'activité afin que des solutions idoines soient trouvées. Le chef du gouvernement, initiateur de cette rencontre, a pour sa part invité les différentes corporations rencontrées à accompagner le processus de la transition en vue d'instaurer une administration vertueuse et efficiente. Albert Ouedraogo dit s'inscrire dans une nouvelle dynamique de dialogue permanent et constructif, mais surtout empreint de sincérité et de respect mutuel avec les partenaires sociaux. J'ai tenu également à dire, notamment aux organisations syndicales de travailleurs, que nous avons instruit les ministres de ressortir tous les dossiers pendants, notamment les protocoles d'accord qui avaient été signés avec les gouvernements précédents pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre, comment est-ce qu'on peut prendre en compte les préoccupations. Je sors de ces séances-là très satisfait et nous avons rencontré une disponibilité également des acteurs à pouvoir donc engager un dialogue franc, un dialogue empreint de respect mutuel, un dialogue continu avec eux. Selon le chef de l'exécutif, cette série de rencontres s'inscrit dans une logique d'anticipation des différends sociaux qui constitue un véritable frein pour un développement économique harmonieux et un progrès social durable. Le Premier ministre Albert Ouedraogo entend également, au-delà de la traditionnelle rencontre annuelle gouvernement-syndicat, instaurer des cadres ad hoc qui se tiendront selon les préoccupations du moment. Et puis également ce 12 avril, le consortium CGD, NDI et Diaconia a organisé une conférence publique avec pour thème de la transition de 2014 à 2015 à la transition de 2022, leçons et perspectives pour une transition propice à une consolidation de la démocratie. Les conférenciers qui étaient au nombre de 3 ont chacun donné leur diagnostic de la transition de 2014. Occasion également pour eux de faire des recommandations afin que la transition ouverte au Burkina Faso depuis la chute du régime Roch Kaboré connaissent moins d'erreurs. Reportage signé Michael Tougri. La transition de 2014-2015 a engrangé sans doute des acquis. Plusieurs lois et non des moindres ont été votées, au nombre desquelles la loi anticorruption. Votée par le Conseil national de transition, fait remarquer l'enseignant-chercheur Abdul Karim Saïdou. À côté de ces bons points pour la transition de 2014-2015, c'est aussi beaucoup d'erreurs enregistrées. Il faut donc tirer les leçons de 2014 pour éviter les mêmes erreurs au cours de cette transition de 2022. C'est tout le sens de ce dialogue démocratique voulu par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD et ses partenaires. En 2014-2015, la charte n'a pas été très claire sur les missions de la transition. Pour cette fois-ci, j'observe que les assises nationales ont permis d'adopter un agenda de la transition, lequel agenda est déjà contenu dans la charte de la transition en son article 2. Et j'observe également que le Premier ministre a présenté la feuille de route de la transition devant l'Assemblée législative de la transition, ce qui n'a pas été le cas en 2015. Maintenant, il s'agira de voir dans quelle mesure cet agenda-là va être suivi de façon scrupuleuse, comment le gouvernement va mobiliser l'ensemble des forces vives, l'ensemble des acteurs pour pouvoir donc remplir sa mission. Le Burkina n'est pas le seul pays en transition, mais également elle a déjà vécu des situations similaires et nous avons pensé qu'il était bon de tirer les enseignements de toutes ces transitions pour pouvoir donc enrichir le débat démocratique actuellement et faire en sorte que les différents acteurs puissent se positionner et accompagner cette transition pour qu'elle aboutisse à un retour à l'ordre constitutionnel et de nouvelles autorités élues. Le deuxième conférencier à s'adresser à l'assistance, c'est l'analyste politique Siaka Koulibaly. Pour lui, il est question de faire le diagnostic des défis et des priorités de la transition dirigée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba.
il faut refonder l'État, rétablir les grands équilibres de l'État, recoller les morceaux de la société qui sont fractionnés aujourd'hui à travers principalement les conflits communautaires, le terrorisme. Donc ce processus va permettre donc de ramener la sérénité si cette transition réussit à surmonter cet objectif, cet obstacle et ces défis qu'est la refondation de l'État. Ce dialogue démocratique, organisé par le consortium Centre pour la gouvernance démocratique CGD, le NDI et Diaconia, s'est tenu sous le thème de la transition de 2014-2015 à la transition de 2022, les leçons et les perspectives d'une transition propice à une consolidation de la démocratie. Et en ce qui concerne la généralisation de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire burkinabé, l'ancien chercheur Abdelkarim Saïdou dit rester sceptique à ce sujet. Selon lui, un bilan d'état d'urgence serait nécessaire, notamment dans les autres localités sous menace terroriste. Dans un tel contexte sécuritaire, pouvons-nous parler d'état d'urgence sans aborder la question de restriction de liberté? Écoutons l'ancien chercheur au micro de Michael Toukri. Je suis sceptique sur l'idée de généraliser l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, mais nous attendons de voir les éléments à la disposition du gouvernement. Parce qu'il faut, de mon point de vue, d'abord faire le bilan. L'état d'urgence a été instauré dans certaines parties du territoire. Quel résultat cela a donné? Ce que nous avons observé, c'est qu'on a assisté à une dégradation continue de l'insécurité. Et donc, il faut faire un diagnostic pour voir est-ce que l'état d'urgence a été efficace et quelles sont les conséquences qu'on pourrait observer en généralisant l'état d'urgence, notamment au niveau des libertés fondamentales. Parce que une des équations pour cette transition, c'est de pouvoir justement avancer sur le terrain de la sécurisation du territoire, tout en préservant un minimum de libertés fondamentales. Donc, il va falloir jouer sur les deux tableaux, au risque justement de créer des tensions qui pourraient mettre à mal la stabilité de la transition. La priorité des priorités, c'est la sécurisation du territoire national. Parce qu'une des choses qui a été reprochée au régime déchu de Roch Kaboré, c'était justement le fait d'avoir beaucoup de priorités. Lorsqu'on a beaucoup de priorités, ça veut dire qu'on n'en a pas en réalité. Et de ce point de vue, il est important que cette transition puisse rester concentrée sur ses priorités, ne pas disperser les énergies et faire en sorte que l'ensemble des forces vives de la nation puissent s'engager dans la reconquête du territoire national afin de préparer le retour à l'ordre constitutionnel dans les années à venir. Parlons à présent du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble qui exige des autorités de la transition la publication du rapport sur les attaques d'Inata commanditées par l'ancien président Roch Marc-Christian Kaboré. Ces derniers l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse animée ce mardi 12 avril 2022 par son président Faisal Nanema. Une autre doléance de la part du mouvement aux autorités de la transition, celle de permettre à l'ancien président d'être libre de ses mouvements. Un reportage signé Mami Triana Kamabou. Le rapport sur l'attaque d'Inata, commandité par l'ancien président du Faso Roch Kaboré, est l'une des questions inscrites à l'ordre du jour de cette conférence de presse du Mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE. Le MDVE exige des autorités de la transition la publication du rapport sur cette attaque. Pour Ouseni Faisal Nanema, la non-publication du rapport sur le drame d'Inata, qui a fait 57 morts dont 53 gendarmes, suscite beaucoup de questions et cache des non-dits. Ils ont préparé les coups en croyant que les gendarmes allaient mourir à l'Inata. Pourquoi on dit qu'on ne les a pas donné la unité? Ils allaient barrer, c'est ça, faire ce qu'ils voulaient faire. Donc le rapport de l'Inata, si on le publie aujourd'hui, vous allez voir les noms dits. Et le MDVE dit constater que les principaux acteurs du coup d'État du MPSR sont des responsables militaires nommés par le président déchu et qui étaient à des postes stratégiques au moment des faits. D'où l'obligation, selon le président du dit mouvement, de rendre public ce rapport pour la manifestation de la vérité. Le lieutenant-colonel Wilfried Kombaï, qui est promotionnaire du chef de la Zante, le boursis d'Amida. Le président Kaboré l'a suspendu en attendant. Aujourd'hui, le même président d'Amida est venu, il a nommé. Et vous faites
un communiqué pour dire que vous avez donné le rapport à la justice militaire. Pourquoi? Quelqu'un qu'on a suspendu dit, en attendant que les enquêtes finissent, vous les nommez. Il y a un problème. Estimant que c'est la crise sécuritaire qui a justifié le coup d'État du 24 janvier dernier, les conférenciers demandent au gouvernement de privilégier la lutte contre le terrorisme afin de permettre à la population de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Vous êtes venu, vous dites que vous êtes militaire. On ne vous a pas demandé de venir. C'est vous qui êtes venu parce que vous avez dit que vous êtes capable. Au lieu de s'occuper de l'insécurité, vous êtes en train de fouiller les maisons pour savoir qui a volé ça. Nous, on veut vivre d'abord. C'est notre argent qu'on a volé. C'est l'argent du contribuable au Burkinabé. Quand on aura la sécurité, le crime économique, c'est 10 ans. Ça ne prescrit pas dans 10 ans. Laissez ça. Établir la sécurité, on va vivre. À cette même rencontre avec les hommes de médias, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble a demandé aux autorités de la transition de permettre à l'ancien président Roch Kaboré d'être libre de ses mouvements. Retour à présent sur les masterclass 2022 de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC qui s'est tenue ce 11 avril au sein de l'Institut à Ouagadougou. Une activité marquant la fin des masterclass qui ont débuté le 22 février dernier. Ces masterclass qui se présentent comme des stages pratiques permettent aux apprenants de se perfectionner après leur formation. Les détails de la cérémonie marquant la fin de ces masterclass, c'est dans ce reportage signé Fatimata Nikema. Occasion pour les étudiants en fin de formation de mettre en pratique ce qu'ils ont appris de façon théorique à l'école. Les masterclass de l'année 2022 à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC se sont déroulées en 3 phases. Prenant en compte toutes les filières de l'Institut, les 2 premières phases se sont déroulées du 22 février au 28 mars 2022. Et la dernière phase a connu son épilogue ce 11 avril avec à la clé l'organisation d'un tapis rouge des masterclass. C'est en fait l'apothéose de ces masterclass qui consiste à inviter des personnalités aguerries du domaine de la communication, de l'information au Burkina Faso pour venir partager et inspirer ces générations-là à suivre le pas et à faire en sorte que ces métiers-là de l'information, de la communication soient en vogue et soient perpétuer au Burkina Faso de la bonne manière. Et pour cette année 2022, c'est Weze Louis Oulon, journaliste et directeur général de Omega Media, qui a été choisi par les stagiaires en fin de formation. Avec lui, il a été question de partage d'expérience à travers une émission plateau. Vous allez avoir un journaliste qui a tous les éléments de théoricien, de diplômé en sciences et techniques de l'information et de la communication. Et puis il n'a pas envie de venir le matin ouvrir l'antenne. Ça, ce sont des genres de parasites qu'il faut enlever du métier, qu'il faut enlever de la tête des jeunes pour qu'ils comprennent qu'on vient d'abord dans la profession, quelle qu'elle soit, parce qu'on aime, parce qu'on veut et parce qu'on a du plaisir. Ce tapis rouge des masterclass a connu également la présence de Marguerite Douagnossou, rédactrice en chef de la télévision nationale, comme invitée d'honneur. C'est une activité qui a été également marquée par une visite guidée des locaux de l'Institut, notamment les différents studios. 360 Développement, c'est une association créée par des jeunes burkinabés résidant au Canada. Elle intervient dans le milieu éducatif en apportant des aides aux écoles primaires. Ainsi, ce samedi 9 avril à Ouagadougou, elle a procédé à une remise de matériel sportif à une vingtaine d'écoles primaires. En rappel, cette association a rénové également une dizaine de terrains aux normes FIFA dans des écoles primaires du centre de la Boucle du Moun et du centre sud. Reportage signé Assami Tiamtoré. Ce sont plus d'une vingtaine d'écoles primaires du Kadiogo et du Bazega qui ont bénéficié de ce don de 360 développements, du matériel sportif constitué des jeux de maillot, de bas et des ballons. En plus de ce matériel, 360 développements a réfectionné des terrains de football des écoles Tanguem Barrage et de Koubri Namalama. Cette remise répond à un souci très évident parce que 360 développements, depuis sa création en 2010,
Et depuis 2013 pratiquement, nous sommes très actifs dans le secteur de l'éducation au Burkina Faso. Donc nous sommes aux côtés du gouvernement burkinabé et à travers de petits gestes, en donnant par-ci du matériel informatique, du matériel sportif, du matériel didactique, du matériel en fourniture scolaire et surtout en équipant des terrains de football. Et nous apportons donc notre contribution à l'édification donc de la nation burkinabé. Nous apportons notre contribution à la pratique du sport à l'école primaire. Nous apportons notre contribution donc au secteur de l'éducation au Burkina Faso. Ce geste a pour but de contribuer à l'éducation des élèves au Burkina Faso. 360 développements par ce acte entend lancer un signal à toute la nation. Nous avons voulu donner un signal qu'il n'y a pas de petits gestes. Et le geste, fût-il petit, devrait pouvoir contribuer à donner un message. Et notre message, c'est que chacun peut faire quelque chose. Et nous qui sommes surtout dans le bénévolat, parce que 360 Développement est une ONG associative. Et nous sommes surtout dans le bénévolat. Donc nous voulons donner donc, ce signal et lancer l'appel à toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui sont éprises d'amour pour l'enfant, qui sont éprises d'amour pour l'école burkinabé et à apporter leur contribution pour booster le sport à l'école primaire. Tous les représentants des écoles bénéficiaires étaient présents à cette cérémonie de remise. Pour le porte-parole, ce don vient soulager fortement ces écoles qui étaient dans le besoin. Bon, ce cadeau nous laisse inoubliable. Parce qu'on attendait du pied ferme sur cette réhabilitation, parce que l'école devait avoir des habitudes de marche, mais faute de poteaux, depuis longtemps on était classé en reste. Donc on sera compté parmi les meilleures écoles maintenant qui pourront habiliter les futures marches. Donc c'est une grande joie pour nous. Dans le domaine de l'éducation, ça va beaucoup servir. Comme on prône pour le développement physique, moral et social de l'enfant, ça va permettre aux enfants de se frotter pour une cohésion sociale et ça va permettre leur développement physique également. À l'occasion, le public a pu assister à la finale du tournoi de football inter-école qui a opposé l'école Tanguem Barrage A à l'école Tanguem Barrage B. Après un score d'un but partout, c'est à l'issue des tirs au but que Tanguem Barrage A l'emporte. Je vous le disais en titre, l'Union européenne a décidé ce 11 avril d'arrêter ses missions de formation et d'entraînement de l'armée et de la garde nationale au Mali. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a expliqué toutefois que la force européenne va rester au Sahel et se déploiera dans les pays voisins. Les ministres des Affaires européennes étaient réunis à Luxembourg pour parler de nouvelles sanctions contre la Russie. Mais la question de la présence européenne au Sahel s'était également invitée au menu des discussions. L'avis de ces Maliens rencontrés dans les rues de Bamako sont partagés. Nous vous proposons donc de suivre leur réaction au micro de notre correspondant au Mali, Bouraïman Soulou. Écoutez, cette suspension, disons, cet arrêt brusque, voire cette prise de décision par l'Union européenne à travers l'EITM et Cap Sahel n'était quelque chose quand même à laquelle il fallait s'attendre. Parce qu'il faut comprendre tout simplement que la France n'a pas toujours, jusqu'à preuve de contraire, digéré le fait que l'armée malienne ait accepté de tourner dos à sa coopération avec elle en invitant ce traditionnel partenaire qui est la Russie. C'est regrettable quand même, vu tout ce qu'ils ont fait par rapport à l'armée dans le cadre de la formation. Si ces formations viennent s'arrêter comme ça, c'est regrettable. Mais à reconnaître qu'ils ont des missions et ils ont des principes. Et si ce principe n'est pas respecté, c'est normal qu'ils prennent certaines décisions. Parce que quand on essaye de voir depuis sa présence à aujourd'hui, ils ont eu quand même à former nos militaires et à faire en sorte qu'aujourd'hui les militaires maliens
sont formés sur tout le plan. Donc moi je crois que c'est regrettable que ce genre de coopération arrête brusquement. Mais une institution comme l'Union européenne, c'est des principes. Il faut respecter ces principes. Nous avons appris la nouvelle. Donc si vous me demandez mon point de vue, je ne sais pas jusqu'où on va aller, jusqu'où on veut aller avec cette décision. La décision, je crois que le Mali, c'est le moment approprié pour continuer la formation avec les militaires maliens. Je crois que si vous aidez une armée, le moment où cette armée commence à avoir vraiment son indépendance et commence à avoir vraiment le temps d'être sur le terrain, si c'est le moment de prendre une décision d'arrêter vraiment cette formation. Bon, peut-être la seule raison, c'est ceux qui les connaissent. Donc, sinon, si ça ne serait que nous quand même, nous disons tout simplement que c'est le moment d'accompagner les militaires maliens. Mesdames, Messieurs, sachez que même en pleine angoisse ou en pleine difficulté, vous ne devez jamais perdre espoir, car la moelle la plus exquise se trouve toujours dans l'os le plus dur. C'est sur cette pensée d'encouragement que je vous quitte en vous souhaitant un excellent mercredi. Je vous donne rendez-vous demain pour plus d'informations.